Bonjour à tous et bienvenue pour ce live LinkedIn sur la page de In-Situ Freelance. Alors aujourd'hui, c'est la rentrée des freelances. On reçoit deux super bizdev qui vont répondre à toutes vos questions sur la rentrée. Comment trouver les clients? Est-ce qu'on est entre deux clients? Est-ce que les TGM, ils ont changé, etc. On va pouvoir parler de tout ça tous ensemble. Tous les bizdev les plus stylés de In-Situ sont dans le chat et peuvent répondre à vos questions plus ou moins quelconques et plus ou moins directes. Donc n'hésitez pas à leur poser des questions. Hop. Et voilà, et je lance tout de suite le générique, le temps que tout le monde puisse recevoir la notification et s'installer. N'hésitez pas à dire bonjour et surtout merci beaucoup aux gens qui regardent le replay. Les gens qui regardent le replay, là, c'est vous. En fait, il y a quasiment que vous qui voyez ce bout-là. Vous êtes des gens géniaux. Allez, c'est parti. Bonjour à tous et à toutes. Alors merci beaucoup, pour tous vos commentaires dans le chat. Hop, mon retour était passé fort. Pour tous vos commentaires dans le chat, ça fait super plaisir. Je suis content de voir que vous êtes tous très, très motivés pour la rentrée. Il faut absolument que vous fassiez un maximum de bruit. Non, ça ne marche pas. On va tout de faire monter sur la scène Célia et Moussa. Hop. Et voilà. Oui. Bonjour, vous allez bien? Bonjour. Oui, bonjour Damien, bonjour à tous. Ok. Aujourd'hui, de quoi on va parler? Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de la rentrée. L'idée, c'est avant tout, vous répondre à toutes les questions des freelances. Et du coup, vous allez vous présenter également. Les grandes questions qu'on vous propose dans l'audience aujourd'hui, hein, comment trouver des missions? Je ne trouve pas assez de missions, je ne trouve pas de missions, comment on s'y prend pour prospecter? Un deuxième sujet sur la négo des tarifs et des TJM. Comment on trouve le bon prix, comment on trouve le bon tarif, comment son tarif il évolue dans sa vie en tant que free. Le troisième sujet, gérer sa stabilité financière entre deux missions. Et oui, parce que tout le monde passe par des creux. Même déjà, il y a des fois des gens, ils partent en vacances pendant 6 semaines d'affilée. J'en ai entendu parler. Vous avez déjà rencontré des gens qui partent en vacances plus longtemps que 5 semaines? Oui, Ça arrive. ça arrive. La question piège, la question difficile à la fin, pourquoi choisir In-Situ comme partenaire quand on est un freelance? C'est la question difficile de la fin. Est-ce que c'est cool? C'est cool, beau programme. Dans le chat, du coup, n'hésitez pas à poser des questions dans ce sens-là ou pas dans ce sens-là. N'importe quelle question, on les prendra, on les fera venir. On prendra le temps d'y répondre. Célia et Moussa, est-ce que vous voulez vous présenter? Qu'on Bien sache sûr. qui vous êtes, tout ça. C'est parti. Célia, honneur aux dames. Honneur aux dames. Du coup, bonjour à tous. Moi, c'est Célia, donc business developer pour In-Situ. Donc moi, je travaille avec Zaineb et Camille pour l'équipe de Valence, Grenoble et Annecy, et avec Océane aussi. Et donc voilà. Mais je suis basée à Lille en physique avec Moussa et notre équipe lilloise. Il y a Alexandra qui répond aux questions dans le chat pendant ça. Vas-y Moussa, c'est parti. Du coup, pour ma part, donc moi c'est Moussa, donc ça fait plus de 3 ans que je suis chez In-Situ. Donc je travaille dans la BU Banque Assurance avec Aurélie. Et du coup, voilà, c'est avec plaisir de répondre à toutes les questions et de vous accompagner. Ok. Alors, on va commencer par un icebreaker où les gens dans le chat vont participer avec nous à cet icebreaker. L'icebreaker, on s'est mis d'accord. C'est une situation cocasse et comique, bien sûr. L'idée, c'est un peu de sortir des sujets sérieux. On va parler de sujets sérieux, etc. Mais c'est la fin de semaine, d'accord? On fait la fin de semaine ensemble. C'est pas un webinaire relou. Là, on va s'amuser un petit peu et on peut parler de tout, surtout. Donc, je vous propose de cette situation-là. Et dans le chat, vous allez nous donner votre réponse là à cette question. La situation, on est sur une île déserte, d'accord? On est coincé sur une île déserte. Il reste un poste télévisé, un poste de télévision qui tourne qu'une seule émission en boucle, d'accord? Quelle est l'émission que vous voulez absolument avoir en boucle pour survivre avec votre balle qui s'appelle Vendredi sur cette île déserte? Vous avez le temps. Dans le chat, il faut participer. D'ailleurs, moi, j'ai pas choisi en prépa. Tu veux peut-être répondre en premier du coup. Alors, je vais vous écouter comme ça, je vais avoir le temps de réfléchir. Célia, vas-y, tu commences. Oui, moi, ce serait animaux adoptés. Pour toujours voir des animaux. J'adore ça. Est-ce que c'est la séquence émotion? Séquence émotion, feel good. Parce que je serai toute seule, donc ça remonte le moral. Bah ouais, c'est cool. Moi, j'aime bien les animaux. Moussa, ce serait quoi pour toi? Moi, je pense que ça serait qui va être mon associé. C'est top, je veux dire, c'est motivant, donc c'est une belle émission, donc ça ne me dérangerait pas. Toujours en train de penser au business. Seul face à la nature, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est vrai que moi, je regarde des reportages sur Disney+, les reportages de National Geographic, qui sont assez ouf. Je sais pas si vous avez vu Les Cités perdues d'Alexandre Lin. C'est assez chouette à regarder. Bah,
C'est un truc de nerd. Non, pour le coup, il va dans des endroits où il reste des ruines, genre par exemple Nan Madol, et utilise des lidars et des outils numériques pour pouvoir faire des scans sous l'eau et voir des choses qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu. Et ensuite, il fait des reconstitutions en 3D de ce qui a pu exister là il y a des milliers d'années, quoi. Et c'est très magique. Après, c'est pas très scientifique, mais c'est très nerd live, quoi. Genre, il a des gros ordinateurs, il utilise des drones et tout. C'est sympa. Mais par contre, tu vois, voilà, il y a 6 documentaires. Genre, je vais me faire chier quand même si je les regarde en boucle, hein. Je sais pas. J'irai dormir chez vous, on nous propose dans le chat une émission de jardinage. C'est vrai que je me suis déjà retrouvé à l'étranger à regarder la télé en anglais. Et il y a sur le British Channel 2, là, il y a une émission de Gartner le matin. Elle est incroyable. Genre, tu peux passer la journée à t'endormir devant avec des jardiniers anglais qui te font des séquences, alors avec sur comment faire la reproduction de graines soi-même sans jamais acheter de plants. Ils ont tous des chiens aussi dans leur jardin, ils se promènent. Il y a que des plants avec des jardins anglais, des golden retrievers ou des petits chiens de chasse. Comment survivre en milieu hostile, nous propose Jérôme. Et c'est smart. Si on est coincé sur une île déserte, il a pas tort. Comment il s'appelle le mec qui parle français? Il a une chaîne YouTube et tout, un mec qui est pro de la survie. C'est un Américain, je pense. C'est pas Mike Horn, un truc comme ça? Mike Horn, ouais, c'est ça. Ouais, Mike Horn. Tu mets que des émissions avec Mike Horn, c'est un bon plan, c'est un très bon plan. Jérôme va survivre, c'est un bon plan. C'est vrai que j'irai dormir chez vous quand tu dors dehors, c'est un mauvais plan, franchement. J'ai vu quelqu'un qui avait parlé de Koh-Lanta aussi. T'as vu un Koh-Lanta? C'est bien. Ouais. Ah, je l'ai pas encore, je l'ai pas dans le chat. Rendez-vous en terre inconnue, il y en a. Arte, c'est la vie des documentaires. Sinon, c'est Pékin Express. Pour voir des gens qui galèrent encore plus. C'est genre. Voilà. Ok, cool. Eh ben, merci pour les gens qui ont participé dans le chat. Il va y avoir des gens qui vont commenter encore pendant quelques secondes. Nous, on va commencer le fil rouge. Est-ce que vous êtes prêts, Moussa et Célia? On est prêt. Super. Du coup, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle, pour ceux qui voient en live InSitu pour la première fois, si vous ne le savez pas encore, InSitu met en relation les freelances avec des grands comptes. Grâce à leur solution de portage salarial, vous pouvez rester indépendant en bénéficiant d'une sécurité maximale de celle d'un salarié. Et ils sont présents partout en France, en particulier à Lille, Lyon, Nantes, Valence et même à Bruxelles. Si vous avez des questions, vous pouvez mentionner la ville où vous êtes en commentaire et le BizDev local vous répondra. Est-ce que c'est cool? C'est à vous de répondre. Les gens dans le chat, ils répondent pas. Okay. C'est tout bon. Ok, c'est parti. Tout le monde a été présenté, InSitu a été présenté. Bon, je vous propose de passer sur la première séquence. Première séquence où on parle finalement de trouver des missions. Je pense que le verbatim qu'on nous avait donné, voilà, c'était vraiment la difficulté à trouver des missions quand on est indep. C'est vrai que les freelances, ils ont souvent, quand tu es en informatique, en plus, tu n'as pas forcément des skills commerciaux et la prospection, ça peut être la partie qui est un peu frustrante. Surtout si tu es en mission à 5 jours semaine. Sur un client, tu n'as pas forcément le temps à dégager pour faire la prospection, créer du contenu, te faire voir. C'est quoi vos conseils? Par où on commence? C'est quoi les bonnes pratiques pour être efficace dans cette façon de travailler, Moussa et Célia? Bon, du coup, par rapport à la prospection, quand on est en mission, parfois ça peut être compliqué de se dégager un peu de temps. Mais justement, nous, on est là justement pour les accompagner. Donc aujourd'hui, on a la chance d'être bien identifié sur la métropole, donc ça facilite quand même des choses. Après, ce que je peux donner comme conseil aux consultants, c'est aussi de réseauter. Donc rencontrer du monde, échanger, voilà, ne serait-ce déjà pour échanger sur de l'actualité au niveau IT, faire de la veille. Donc ça, c'est important, mais aussi élargir son réseau. Donc, ça, à Lyon, du coup, là, il y a pas mal de Lyon dans le chat. Hein. Vraiment, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. À Lyon, on va faire un webinar à Lyon et on va recevoir quelqu'un de chez Super Indep. Si vous ne connaissez pas le réseau, mais en tout cas, c'est vraiment chouette. Effectivement, réseauter, rencontrer les gens, c'est un bon conseil. On note ce conseil-là. Premier conseil, rencontrer, réseauter, rencontrer les gens. Pourquoi c'est important? Est-ce que ça permet d'avoir du lead, d'avoir des prescripteurs, de recruter des prescripteurs? Est-ce que ça permet aussi d'avoir la notoriété? C'est-à-dire que du coup, quand on demande si tu es compétent, il y a des gens qui vont répondre et qui vont dire qu'ils te connaissent. C'est ça l'idée?
C'est oui et non. Donc après, je vais dire par là qu'en connaissant du monde, déjà, voilà, ça facilite. Le monde de l'IT est petit. Donc, Ouais. et ça permet aussi parfois de trouver des missions plus facilement. Donc, c'est pour ça que c'est important de réseauter. Donc, ça, c'est un premier conseil que je peux donner. Le Mhm. deuxième, c'est aussi la préparation. Donc, quand je parle de la préparation, c'est avant l'entretien, même avant de candidater. Donc, aujourd'hui, avoir un bon CV, ça fait beaucoup la différence. Ouais. Donc, les mots-clés, c'est important. L'ergonomie, on va dire, du CV, donc c'est important également. Et aussi toute la partie, on va dire, présentation physique, c'est-à-dire la posture, la façon de s'exprimer, avoir un discours impactant. Tout cela, ce sera des éléments, ça va être des éléments, on va dire, déterminants pour réussir à trouver une mission. Après, aujourd'hui, voilà, on est là aussi pour accompagner les consultants. Donc là-dessus, Ouais. au niveau de leur CV, de leur discours, etc. Mais voilà, ça a quand même un impact pour trouver une mission. Voilà, et comme Ouais, je c'est peux bien, c'est quoi tes conseils? rajouter, Mmh. comme à peu près comme dit Moussa, au-delà de réseauter, parler. Ne pas hésiter à Mmh. parler autour de soi, parler aux amis, à la famille. Et en fait, quand on parle, quand on s'exprime, on se rend compte qu'il y a pas mal d'opportunités autour de nous. Tiens, je connais un tel par-ci, un tel par-là. Et en fait, ça ouvre naturellement des opportunités. Et du coup, ça ouvre aussi le monde. Enfin, j'exagère, mais dans le sens où on va découvrir des choses qu'on ne connaissait pas. Et donc après, comme disait Moussa, soigner sa présentation, être clair sur ses attentes aussi, sur ce qu'on cherche. Donc avoir fait aussi ce travail en amont de qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je ne veux pas. Parce que si on s'éparpille aussi, ça donne pas forcément une bonne image de sa recherche, de soi, on n'est pas clair dans nos recherches. C'est vrai que ça marche en recrutement aussi, hein. Moi, quand je reçois des CV, tu vois, par exemple, on a recruté un développeur web pour We Love Dev, d'ailleurs, c'était pas pour nos clients. Bon, la stack, c'est Node, React, Firebase. Quand je reçois des CV où il y a Python, Java et JavaScript, je suis un peu paumé. Genre, moi, je cherche absolument dedans au moins JavaScript ou React ou Node. S'il y a 20 mots-clés et que c'est divergent, en fait, je risque. J'ai même déjà refoulé des CV où les gens étaient compétents, mais j'avais juste pas vu, quoi. Ouais. Tu vois. Oui. C'est pour ça que c'est Après, important de faire le certainement, nettoyage. oui, Mm. c'est ça. En fait, un CV, lorsqu'il est, on va dire, parce que déjà, le CV, pour moi, c'est la vitrine du consultant. Donc, il Mm. faut que le CV soit pertinent et voilà, comment dire, le CV donne envie d'aller plus loin. Donc, après, je veux dire, un CV mal fait, forcément, ça passe à la trappe. Donc, c'est pour ça Mm. que voilà, le retravailler sur chaque opportunité, c'est important. Il y a aussi une chose qui est importante aussi, c'est la recommandation. Donc, ne pas hésiter à demander des recommandations au manager après chaque mission pour justement les mettre en avant, par exemple, sur LinkedIn. Et ça Ouais. peut justement peser dans la balance. Et je rebondis un peu sur ce que disait Célia, sur l'offre que le consultant peut proposer. C'est aussi de déterminer notre savoir-faire. Donc voilà, on a des consultants qui touchent un peu à tout, mais après, pour pouvoir se positionner, ils ont du mal. Donc voilà, il faut bien identifier ce qu'on veut faire aujourd'hui pour pouvoir se positionner, travailler sur toute la partie avant, comme j'ai pu l'expliquer tout à l'heure. Ouais, donc, est-ce que c'est intéressant aussi de poser des questions à d'autres freelances pour voir ce qu'ils font comme mission, pour pouvoir avoir à identifier un peu les missions sur lesquelles on devrait se positionner? Parce que Ouais. j'imagine il faut faire ce travail-là, d'explorer, de voir un peu dans quelles équipes on a. Vous connaissez les besoins des clients en amont, les freelances ne les ont Mm. pas forcément, mais vous savez un peu conseiller dans ce sens-là. Oui, Oui, c'est bien ça. sûr. C'est de la prospection. Dans le sens où, avant de chercher, il y a énormément de travail en amont sur clarifier le besoin, ce que je sais faire, ce que je veux faire. Et donc, c'est pour ça qu'on conseille de parler autour de soi pour bien débroussailler l'environnement et se débroussailler aussi. Si on parle autour de soi, qu'on découvre exactement ce qui se fait, est-ce que ça me plaît, est-ce que je veux me positionner là. Mhm. Ok. Est-ce qu'il y a des choses qui sont plus tendances que d'autres? Est-ce que vous pensez qu'il y a des. Est-ce que vous pensez que par exemple, hier, on était. Enfin, là, c'est encore l'API Platform Con, donc on parle beaucoup de PHP. Les développeurs PHP, ils parlent beaucoup du fait que Java marche mieux que PHP depuis 1 an ou 2. Est-ce qu'il y a des tendances comme ça que vous dégagez sur 2 ans ou sur 1 an? Ah, pas spécialement. Après, on est plutôt sur soit des montées de version chez nos clients. Donc, par exemple, on passe Ouais, du Java 8 au Java 11, etc. Donc, ouais. Java, ouais, c'est une techno qui existe depuis pas mal d'années et voilà, qui est aussi présente chez nos clients. Donc, voilà, Mm. on a quand même des demandes sur la partie Java, un peu moins sur du PHP, par exemple, pour prendre ton exemple. Ouais. Mais voilà, il faut être aussi voilà, en veille constamment. De toute façon, nous, ce qu'on demande aussi aux consultants indépendants,
Mmh. En fait, ils ont une posture, en fait, ils ne sont plus salariés. Donc, ils ont une posture de chef d'entreprise. Et quand on est chef d'entreprise, il faut être en veille. Donc, en veille, on va dire, des technologies, de ce qui se passe sur le marché, aussi de se remettre en question. Donc là, aujourd'hui, le marché est peut-être un peu plus compliqué comparé à d'habitude. Mais pour moi, je vois plutôt ça comme une opportunité de s'améliorer. Donc, on fait un stop, on fait un break, on se dit ce qui se passe Mmh. aujourd'hui, mes compétences, s'il faut passer des formations, on repasse des formations. Voilà, donc voilà, moi je vois pas les choses de manière négative, mais plutôt positive. C'est plutôt un tremplin pour la suite. Alors, il y aura bien la rediffusion, de manière générale, le live, il est toujours disponible sur LinkedIn tout de suite après. Et en général, il y a un montage qui est republié sur la chaîne YouTube de Insitu, donc vous pouvez chercher Insitu sur YouTube. Est-ce qu'on peut faire une sorte de CA avec des points clés? Je peux demander à ChatGPT de faire ça. Honnêtement, je vais essayer de faire ça après. Je lui demanderai le lien. Est-ce qu'il n'y a pas un début de travail commercial aussi, tu vois, finalement, quand tu es salarié, finalement, c'est toujours des processus de recrutement. Quand tu es indépendant, tu es obligé de développer des méthodes commerciales. J'imagine la Mhm. prospection pour chercher des besoins, développer ton réseau, quand même, ça, c'est déjà un travail commercial. Ce que je veux dire, tu vois, par exemple, hier soir, je parlais avec un free qui me disait que il avait réussi à trouver un client où l'annonce était pas, il n'y avait pas de publicité sur le fait qu'il refait le poste parce qu'il avait réussi à avoir le client avant que le besoin soit bien découpé. Il avait travaillé avec le client sur le besoin, sur la fiche de poste et sur le projet. Et du coup, bah, il avait été retenu avant qu'il y ait une compétition, tu vois. Mhm. C'est quelque chose que vous faites aussi, d'être en amont des besoins pour pouvoir avoir des exclusivités comme ça? Ouais, c'est notre cœur de métier. C'est ce qu'on Ouais. fait au quotidien. Et en fait, justement, on fait ce travail-là pour accompagner des freelances qui n'ont pas la fibre commerciale pour le faire. Parce que parfois, on a juste aussi pas envie en tant que freelance, on veut se concentrer sur notre cœur de métier, que ce soit du développement, de la chefferie de projet, etc. Et nous, du coup, on les accompagne sur la partie commerciale où on va faire ce travail en amont pour leur trouver un besoin en exclusivité. Ok. Tu voulais rajouter quelque chose, Moussa? Bon, après, je peux rajouter une petite chose, c'est que nous, notre travail, c'est vraiment l'apport d'affaires. Mm, C'est-à-dire qu'on accompagne justement les consultants à trouver une mission à travers la partie commerciale. mm, Donc, on a la solution du portail salarial pour justement les personnes qui ne sont pas du tout à l'aise avec l'administratif et la partie commerciale d'ailleurs. mm. Et on est aussi, on va dire, une aide aussi en plus pour les personnes qui sont à l'aise avec la partie commerciale, mais par contre qui n'ont pas forcément le réseau, peut-être pas les Les référencements. Donc référencements, ouais. c'est notre travail justement d'être proche de nos clients. Donc on est souvent sur le terrain pour justement accompagner nos clients et nos consultants en mission. Donc on fait souvent des points de mission pour voir un peu comment ça se passe, l'avancée des projets côté client. Et ça nous permet justement d'anticiper leurs demandes. Donc on connaît bien nos clients, leur environnement technique, leurs besoins, les typologies de profils qui va être recruté. Donc à court, à moyen, long terme. Donc c'est aussi ça notre métier, notre force aujourd'hui. C'est vrai que les freelances, on a fait une soirée in situ il y a quelques mois. Et les freelances, j'ai pu rencontrer, ils ont l'impression que le bizdev auquel ils sont attachés, c'est quelqu'un qui bosse pour eux, hein. C'est genre, c'est mon agent, etc. Et ils décrivent ça comme si leur bizdev, ils bossent pour leur trouver la mission d'après, alors qu'eux, ils sont en train de prester, quoi. Il y a cette relation qui s'installe, quoi. Ouais, forcément, on cherche cette proximité avec le consultant. Tu vois, Ouais. typiquement, nous, aujourd'hui, on rencontre tous les consultants. En fait, ils sont vus pour justement apprendre à les connaître. Donc, on va au-delà du CV. Donc, c'est Mm. important de bien identifier ce que le client veut, ce que le consultant veut, pardon, pour pouvoir justement lui proposer des missions de qualité. Célia, il y a une question, je trouve, elle est intéressante pour toi. Parce que toi, tu as fait du recrutement et tu as recruté aussi au Canada où les codes, ils sont un peu différents sur le CV. C'est vrai que quand on est en CDI, on fait souvent du CV une page avec photo. Au Mm. Canada, on fait plus des CV de plusieurs pages. C'est OK de faire plusieurs pages sur un CV. Les freelances, des fois, quand on rentre dans des process de référencement, on est en concurrence avec des ESN qui envoient des dossiers de compétences. C'est quoi les bons codes ici? À quel moment on passe sur un dossier de compétences? Est-ce que c'est OK de faire des CV de plusieurs pages aujourd'hui? C'est quoi ton arbitrage sur le sujet, ton expérience sur le sujet? Bah, moi, je dirais que c'est OK d'avoir un CV de plusieurs pages, dans la Ouais. limite, enfin, dans un certain équilibre. Un CV de 10 pages, c'est trop long. Mais en effet, quand on est consultant, ben, on cumule les expériences. On a plusieurs années, donc avoir chaque expérience détaillée avec le type de projet et les environnements Mm. technologiques, c'est très important pour les recruteurs. Ça attire l'œil, donc c'est description du projet, technologie et après autre expérience. Donc oui, Ouais. il faut pas, quand on est consultant, il faut pas se limiter au CV de une page.
Ça, c'est Ouais, sûr. on est d'accord. Est-ce que alors, tu mentionnais en plus aussi, Moussa, les recommandations LinkedIn. On est d'accord que ça se Effectivement. fait de solliciter via LinkedIn une recommandation, mais une fois qu'elle est publique sur LinkedIn, on peut la remettre sur son dossier de compétences. Hein, c'est complètement OK. Effectivement. Ouais. Donc justement, c'est recommandé justement de mettre en avant les recommandations parce que ça prouve comme quoi le travail était apprécié. Et puis Mm. voilà, ça rassure aussi le recruteur. Il y a un sujet aussi qui est que en recrutement, les prises de références sauvages, c'est interdit. Mais, Mhm. mais quand tu es freelance, par contre, c'est complètement OK de la prise de référence. Et alors, sur une région comme Lille, les managers entre eux, ils s'envoient rapidement des WhatsApp pour savoir comment ça s'était passé avec toi avant. Donc, le sujet là, en fait, ça désamorce le sujet, quoi. Si tu as une référence d'un des anciens clients, ça facilite le truc. Le prospect, il va peut-être pas forcément l'appeler, ou du moins, il se dit, bon, bah, s'il le connaît, vu qu'il a l'habitude de lui demander, ça fonctionne, quoi. Ouais, effectivement, on va dire la recommandation, c'est très réglementé. Donc Moussa, en fait, il faut il est avoir. freeze. J'étais en mode, Ah, 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 je sais pas si tu m'entends? la connexion est instable, hein. Ah, Non, c'est moi qui ai une connexion instable, on dirait. Ce qui est pas normal, parce que c'est moi qui gère le Wi-Fi. Mais bon, bref, ça a l'air de rouler. Ok, ok, je sais pas, super. vous avez sauté où là, à ce niveau-là? Qu'est-ce que je disais au moment où ça a sauté? Oui, tu parlais des recommandations, justement, je rebondissais. Mhm. Donc oui, effectivement, les recommandations, c'est très réglementé. Donc il faut l'accord justement de la personne pour pouvoir faire voilà, une prise de référence, en tout cas auprès de l'interlocuteur. C'est pour ça que nous, on veut anticiper ça. Donc, et puis voilà, ça peut être demandé. Donc voilà, pour gagner du temps, on demande au consultant justement de demander une recommandation via LinkedIn, par exemple. Et ça permet justement de pousser justement cette recommandation auprès de l'opérationnel, par exemple, pour justement proposer la candidature. Ok. Si vous avez plus de questions dans le chat sur ce segment-là, on va passer au segment d'après. On va parler de la négo des tarifs. De manière générale, il y a un sujet, même en partie, je trouve que c'est en particulier quand on est au freelance. Quand on est nouveau freelance, on ne sait pas comment positionner ses prix. Surtout, bon, il faut savoir que quand on a travaillé en ESN, souvent il y a une opacité sur le TGM auquel on a travaillé, donc on n'a aucun point de repère. C'est quoi vos conseils pour savoir comment positionner son prix quand on est néo freelance ou pas d'ailleurs? Est-ce que Célia, tu veux commencer sur le coup-là? Ouais. Bah alors, Vas-y. le premier conseil que je peux donner, c'est de multiplier les sources. Mhm. Donc, faut pas se fixer sur une personne qui a ce TJM-là chez ce client, parce que ça peut varier déjà en fonction de la ville, de l'industrie, du secteur, de l'entreprise, de son budget aussi. Donc, il y a pas mal de sources à croiser à ce niveau-là, Mhm. faire son benchmark. Et puis après, bah, ne pas hésiter aussi à nous demander. Nous, on a accès aux grilles de référencement de grands comptes et aussi d'études du marché. Donc, on a une meilleure idée, enfin, on a chaque année un point de vue sur ce qui se pratique au niveau des TJM, je Ouais. dirais. Le truc à éviter, c'est j'ai un copain qui a été payé tant, du coup je veux autant, quoi. Exactement. C'est pas parce que lui, il a ça que tout le monde a ça. Faut bien voilà, multiplier les différentes sources. Voir lui, chez ce client-là, il a eu ça, mais lui, chez ce client, il a eu moins. Lui, il a eu Mm. plus. Et voir justement à ce niveau-là. Moussa, les tarifs, ils peuvent varier Ouais. beaucoup d'une année à l'autre chez les clients. Qu'est-ce qui va faire que les TGM ils changent beaucoup? Bah, ça va dépendre aussi des enveloppes budgétaires, on va dire, allouées pour les ressources externes. Mm. Donc voilà, nous on s'adapte. Il y a aussi un marché qui fait que voilà, il faut faire une étude. Donc nous aujourd'hui on est sur le terrain, donc on sait plus ou moins combien vaut un Ouais. consultant sur tel type de métier. Donc comme disait Mm. Célia, c'est de faire une étude de marché. Donc multiplier les sources, se renseigner, aussi savoir la composition, on va dire, du tarif. Donc une personne qui trouve seule sa mission, qui passe par un intermédiaire, c'est pas forcément la même chose, c'est pas du tout la même Mm. composition. Et du coup, il faut être vigilant par rapport à ça. Ouais. Voilà, tout simplement. C'est vrai que les commissions, elles peuvent être assez fortes, Elles peuvent surtout varier. si on n'a pas choisi son intermédiaire. Des fois, c'est le client qui l'impose. C'est quoi le bon ordre de grandeur sur les commissions de manière générale? Vous pratiquez quel tarif si vous pouvez communiquer? Donc nous, voilà, aujourd'hui, on est entre 12 et 15%. Ouais. Entre 12 et En fait, 15%, ça dépend Voilà. si le freelance a trouvé la mission, si c'est la première, la deuxième année, c'est ça? ce que Si j'allais dire, c'est ça ouais. dépend. Si on est entre 6 et 15% si on trouve la mission.
on est entre 12 et 15, et s'il apporte sa mission, bien sûr, elle est moindre, et plus il y a d'ancienneté avec in situ, aussi, c'est quelque chose qui varie. Thomas nous fait remarquer, effectivement, ça dépend de l'actualité, hein. La cybersécurité, donc il y a eu beaucoup de sujets, hein, depuis la guerre en Ukraine. Il y a eu les JO cette année aussi qui ont fait qu'il y a eu beaucoup de menaces qui ont pointé sur la France. J'ai lu aussi les derniers chiffres et tendances du Syntec numérique de Numéum, qui indiquait que c'était le cloud qui faisait 10% de croissance cette année. Les années présentes, la data faisait de la croissance aussi, mais un peu moins cette année. C'est effectivement est-ce qu'il y a des sujets ou des métiers ou des missions sur lesquels les TJM ont été particulièrement intéressants cette année en 2024? Ce serait quoi votre top of mind? Après, tu as un peu résumé la chose. Donc, on a la cybersécurité, effectivement, Ouais. la data. Donc, c'est principalement ces deux secteurs où voilà, on a de la demande et les TJM voilà, n'ont pas forcément diminué. Mais sinon, il y a des métiers sur lesquels les TJM ont un peu baissé? Oui, il y a certains TJM, par exemple, sur les développeurs. Donc, Ouais. voilà. Donc c'est par exemple ce type de métier, ouais, ça a un peu baissé. Bah, après, justement, tu vois, hier, il y avait une table ronde où il parlait, il disait que les salaires n'avaient pas baissé en France pour les développeurs, mais en réalité, les offres de salaire que nous, on voit sur Wheel of Dev sont vraiment moins bien qu'avant. Et ça fait que les gens changent moins de poste. C'est une réalité aussi, de manière générale. Cette année, les rémunérations, elles ont été moins intéressantes pour les développeurs, honnêtement. Donc j'imagine que chez les freelances, il y a eu des baisses de TJM, hein. C'est corrélé, quoi. Oui, c'est corrélé. Après, ça dépend aussi, voilà, comme je disais tout à l'heure, du budget client. Donc Ouais. voilà, on dépend de ça aussi. RSE et CSRD aussi, qui va aussi sur le conseil. Il y a vraiment beaucoup de demandes sur le RSE, le CSRD. On a décidé qu'on ferait un plateau sur le sujet avec Gaëtan un jour. Je sais pas vous dire quand, mais ça va se faire. Ok. Mais typiquement, est-ce que justement un marché où les TGM sont un peu plus bas que d'habitude, est-ce que c'est la mauvaise intention, ce serait de se dire que c'est pas le moment pour se mettre en freelance, mais quand même si en fait. Parce que moi j'ai l'impression quand même que c'était déjà un peu le cas l'an dernier, mais c'est le cas encore maintenant. Les clients justement, ils ont tendance à faire plus appel à des freelances qu'à des ESN. À choisir, ils préfèrent avoir un free qu'avoir une ESN. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez aussi ou pas? Ouais. Donc je sais pas si Ouais, tu veux répondre, Célia? ouais, bah, si tu veux, C'est je vrai, pas commence, sûr. puis tu complètes, hein. Ouais. Mais j'allais dire, ouais, bah, c'est le marché du freelancing est en expansion. Ouais. Donc il y a toujours des risques à se lancer, même en plein boom. Mais le marché est en expansion. Aujourd'hui, la réputation des freelances d'un point de vue client a évolué, dans le sens où ils ont l'air moins volatiles. Et donc, en effet, les clients aiment bien aujourd'hui les freelances, et il y a cette relation aussi de transparence et de confiance qui s'établit énormément parfois vis-à-vis certaines ESN qui ont pu avoir une mauvaise réputation. Là-dessus, en fait, ça a bénéficié au freelancing. Donc, malgré le fait que le marché soit un peu plus difficile, si le projet est bien mûri, il n'y a pas de raison de ne pas se lancer, je dirais. Moussa, tu veux compléter? Oui, après moi, c'est plus au niveau de la motivation. Donc certes, voilà, on travaille voilà, pour forcément gagner sa vie, hein. Après, il y a des personnes voilà, qui veulent se lancer, pas pour la motivation financière dans un premier temps. Donc c'est pour ça que je dis ça, tout va dépendre des motivations. Donc si la personne souhaite vraiment apporter son expérience, son expertise, oui, pourquoi pas, elle peut se lancer. Après, si on veut absolument chercher un gros TGM, etc., je pense qu'on voilà, c'est pas forcément les mêmes leviers de motivation. Il y a une question ici là, de l'utilisateur qui s'appelle Vincent Cabaret. Il demande est-ce que la tendance est plutôt vers l'internalisation ou vers l'externalisation? Moi, j'ai l'impression que les clients n'ont pas fait enfin, il n'y a pas beaucoup de recrutement net cette année sur le secteur. Donc, si les budgets, en fait, si les budgets externes sont baissés, c'est pas pour les remplacer par des internes en tout cas, hein. Il y a même plutôt des réductions de budget sur les internes aussi. C'est quelque chose que vous pouvez corréler sur vos marchés? Est-ce que tu penses que c'est différent, c'est lié à Valence qu'à Lille, par exemple? Ou est-ce que sur certains secteurs, ça peut être différent? Ouais, selon les secteurs, c'est différent, c'est pas les mêmes industries, donc ils ont pas les mêmes Ouais, problématiques, donc ce sera pas la même gestion de budget. Donc ouais. j'en ferai pas moi sur mon secteur, j'en ferai pas une généralité. Ouais. C'est des plus petits marchés, c'est différent. Nous, ça, la banque assurance, c'est des gens qui internalisent, tu penses? Donc oui, en fait là, on va dire l'objectif des sociétés, c'est plutôt d'internaliser.
mais ils font quand même appel à la prestation, justement pour avancer dans les sujets, etc. Donc voilà, pour moi, on aura toujours recours au freelancing, voilà, aux intermédiaires. Donc là-dessus, voilà, pas d'inquiétude. Et puis, il y a des sujets où c'est juste pertinent d'avoir des freelances plutôt que des compétences en interne, hein. Tu vois, il y a eu beaucoup de demandes sur les métiers DevOps parce qu'il y avait beaucoup de changements à faire, tu vois. Et c'est vrai que le DevOps, c'est plutôt quelqu'un qui va être un consultant qu'un interne, hein. Donc, il y aura toujours ces métiers-là où ce sera plus pertinent d'avoir quelqu'un qui vient de l'extérieur pour apporter une expertise forte, hein. Effectivement, même au-delà de ça, le recrutement d'un interne, voilà, il faut compter 3-4 mois, voire un peu plus, pour que la personne arrive, prenne ses marques. Donc, il faut compter entre 6 et 9 mois pour apprendre l'environnement, monter en compétences, etc. Donc voilà, on perd quasiment un an. Prendre un freelance ou un intermédiaire, voilà, c'est beaucoup plus rapide. Et puis en plus, si on est exigeant, en plus, ça peut prendre 3-4 mois de trouver la bonne personne. C'est ça. Donc, ouais. Sans compter le préavis. Sans compter le préavis. Après, les freelances, quand ils sont en mission, généralement, ils sont pas dispo tout de suite non plus, hein. Il faut attendre la fin de mission aussi pour un freelance, hein. Pas spécialement. Donc ça va vraiment dépendre des cas de figure. Donc par défaut, ils ont un mois de préavis. Donc c'est beaucoup plus flexible qu'un contrat en CDI, par exemple. Après, voilà. Par contre, voilà, après, c'est une discussion à avoir avec un client, justement, pour un départ anticipé, etc. Mais par défaut, c'est un mois de préavis. C'est vrai que ça me permet de rebondir sur la question d'après. La question d'après, on avait prévu de parler de maintenir la stabilisation financière, l'idée de savoir gérer les périodes de creux. Les missions, on connaît à l'avance quand est-ce qu'elles vont se finir le plus souvent. J'imagine qu'il y a une date de renouvellement de la mission, où il y a un engagement du client sur un certain nombre de mois, mais en général, on sait en amont quand est-ce que, quand est-ce que sa mission chez le client elle va se terminer, non? Oui, exactement, on a un bon de commande. On a de la visibilité pour pouvoir anticiper justement ces fins de mission et provisionner pour avoir plus de stabilité. Généralement, c'est combien de mois à l'avance, combien de semaines à l'avance qu'on sait que la mission va se finir en tant que free? Bah, c'est une discussion qu'il faut avoir avec le client, mais dans le pire des cas, on a un mois de préavis, Ouais. donc un mois plus tard, on est au courant. Et sinon, il y a le bon de commande. Donc pareil, nous, c'est notre travail de commercial d'anticiper la fin de ce bon de commande et de savoir est-ce qu'il va être renouvelé ou pas. Ouais. D'où les points qu'on fait de manière trimestrielle pour anticiper ce genre de choses. Donc au plus tard, c'est un mois, sinon nous, on essaye trimestriellement de le savoir. Ça, on anticipe toujours. Ok. Du coup, le préavis, il est d'un mois dans les deux sens, mais généralement, vous, dès que la date elle arrive, vous commencez à essayer de savoir le plus vite possible si ça va se renouveler ou pas. Ok. C'est ça. On avait en verbatim là-dessus. Bon, c'est vrai que c'est hyper stressant d'être entre deux missions et de prendre peut-être d'avoir des refus aussi ou de juste de pas être reçu en entretien. Comment on fait pour anticiper tout ça? C'est quoi vos conseils pour gérer la situation et anticiper? Pour moi, il faut anticiper déjà la sortie. Anticiper, c'est la réponse. Voilà. Donc, il faut anticiper la sortie. Donc, on a une date de fin. Donc, voilà, un mois et demi, on va dire, avant la fin, il faut déjà commencer à activer son réseau. Voilà, solliciter justement ses partenaires pour activer justement différentes démarches pour trouver au plus vite une mission. Donc ça, c'est important. Après, lorsqu'on est en intercontrat, ben voilà, on fait un peu sur les conseils du début, donc du réseautage. Voilà, aussi, comme je disais, du prise de recul, de se dire aujourd'hui, ben ok, comment je peux me vendre, quelles sont mes expertises, ma valeur ajoutée que je peux apporter à un client, et comment le verbaliser et le démontrer en entretien, par exemple. Ok. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Hop. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? On a dit voilà, un mois et demi, je trouve que c'est un curseur finalement, 6 semaines avant la fin de mission. Le curseur te paraît bien? Ouais, il me paraît top. Ouais. C'est parfait. Et en vrai, au final, le temps en moyenne, si c'est 5 ou 6 semaines, finalement, c'est aussi long qu'une période de vacances. Il faut déjà provisionner ses congés de manière générale. Donc, ça fonctionne aussi, quoi. Oui, là, tu parles plutôt de la gestion financière? Sur la trésorerie. La trésorerie. Oui. Après, on rentre dans un schéma, on va dire, assez classique. Pour moi, la gestion de trésorerie, elle ne doit pas arriver, on va dire, au dernier moment. C'est durant toute la mission, c'est de se dire, bon, ok, j'ai mon chiffre d'affaires, j'ai autant de salaire, je mets autant de côté. Enfin, pour anticiper, parce que l'intercontrat, on ne peut pas déterminer à l'avance la durée. Donc ça peut être un mois comme ça peut être 6 mois.
Donc c'est pour ça, voilà, tout Ouais. ça, c'est des mécanismes à mettre en place et pour justement, on va dire, sécuriser au maximum. J'imagine, Mmh. les freelances ont tous un peu un curseur en tête, dans le chat là, Cédric qui vient d'arriver par exemple, c'est quoi, le montant que tu essaies d'avoir de côté pour pouvoir, provisionner tes vacances, ou gérer une panne entre deux clients, une par activité? Après, Cédric, je sais qu'il fait beaucoup de SEO et cetera, donc j'imagine qu'il a beaucoup de petits projets à gérer, donc c'est rare, j'imagine qu'il ait, une panne d'activité. Il a plutôt des rushs d'activité où il a trop de clients en même temps. Mais ouais, j'imagine qu'on a tous un peu cette épargne de sécurité à gérer. C'est quoi votre expérience? Vous savez si les freelances, ils vous parlent de ce montant qu'ils essaient d'avoir de côté ou en réserve sur la SASU, par exemple? J'ai jamais eu le cas où j'ai discuté en détail des montants. Ouais, Pour le coup, quand on en discute en détail, nous, c'est pour le portage salarial parce qu'on accompagne justement ces personnes-là sur le montant de la provision et de la réserve en ouais. portage. Donc ça, c'est nous qui gérons. Donc nous, en portage salarial, c'est 10% qu'on met de côté tous les mois pour nos salariés portés, pour justement Mmh. prévoir ces moments de vacances. Donc nous, on met 10% de côté. Mais après, ça va dépendre de tout à chacun. Et Ouais. pour le coup, In-situ accompagne à ce niveau-là avec nos partenaires. On est partenaire avec Number pour de l'expertise comptable. Et donc, c'est demander conseil aussi en fonction du style de vie, des charges qu'on a à la maison. Ça, voilà, c'est au cas par cas. Ouais, dans le chat, il y a une personne qui dit qu'il veut avoir de quoi vivre, hein, pendant 1 an. Après, j'imagine, si tu veux mettre 1 an de chiffre d'affaires de côté, ben, faut mettre la moitié, de ton chiffre d'affaires tous les mois pendant 1 an et à la fin de l'année, tu auras peut-être, bah, du coup, la moitié de ton chiffre d'affaires de côté. Donc, il faut le faire pendant 2 ans. C'est un peu Mmh. hard. Où j'imagine qu'il y a un lien. Là, ici, voilà, on parle de 6 mois de salaire de côté, hop, 6 mois au moins en net fois 2. Donc c'est ça. Donc ça dépend, hein. Alors ça, j'imagine, c'est des freelances qui ont des SASU et qui se versent du salaire. Ouais. Hop, il essaie de mettre 250 à 500 euros par mois de côté. Très, 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 très raisonnable. Je pense que les salariés font ça aussi avec un petit livret A aussi. Mmh. C'est Mais en fait, c'est ça, ça dépend de combien d'intercontrats on prévoit, combien de vacances. ouais, Il y en a, ils prennent juste leurs 5 semaines et ils ont pas trop d'intercontrats. Et puis il y en a qui vivent un peu plus, voilà, différemment, tout simplement. c'est vrai. Quand tu divises différemment, est-ce que c'est une légende le fait qu'il y ait des free qui bossent que la moitié de l'année, tu sais? C'est quelque chose qui existe vraiment, des gens qui provisionnent pour pouvoir ne travailler que 6 ou 9 mois dans l'année. Est-ce qu'on peut travailler moins en étant freelance? C'est ça la question que je vous pose. Enfin, théoriquement, oui, mais on va Théoriquement. dire dans les faits, j'en connais pas personnellement. C'est ce que j'étais en train de me dire, j'en ai pas rencontré beaucoup. C'est vrai qu'une fois que l'émission s'enchaîne, tu te retrouves vite à dire: «Ah, en fait, ça fait 2 ans que j'ai pas pris de vacances là». Mais bon, C'est ça. Bah oui. dans le chat, on nous dit: «Alors en fait, il faut avoir suffisamment de côté pour ne pas être pris à la gorge et être obligé de prendre la première mission qui vient pour besoins alimentaires». C'est vrai que la trésor, c'est finalement notre premier levier de négo sur le TJM. On en a parlé. Hop. D'ailleurs, sur le TJM, on peut faire des simulations de TJM avec vous? C'est ça le rendez-vous? Parce Ouais, que aussi, ouais. comme le TJM, il varie en fonction des missions, des métiers, et cetera, et plutôt que d'avoir accès aux grilles de référencement, on peut venir vous faire un rendez-vous avec vous pour avoir une estimation du TJM qu'on pourra avoir si on passe freelance, c'est ça? Exactement. C'est exactement ça. On se rencontre, on discute du parcours, du projet, et puis ensuite on s'assoit et puis on regarde avec notre petite calculette, et on a ainsi Ouais. aussi un simulateur pour du portage salarial, et on regarde ensemble combien ça ferait, qu'est-ce qu'il faudrait, etc. Et comment ça fonctionne. Ouais. Cédric dit, quand tu fais ce qui te passionne, c'est difficile de prendre des vacances aussi, hein. Quand j'étais indep, je codais depuis la plage, ouais. Je partais en vacances en Corse, avec mes copains, et je leur dis: «Par contre, moi, je travaille, hein. Je fais pas des activités, hein. Je reste et je facture». Voilà. On fait chaque fois des simuls TJM, ça fait partie intégrante du rendez-vous, c'est ce que vous avez dit. Et Alexandra dit: les free qui se la pètent sur le fait d'être 3 mois en vacances l'année, c'est les gens qui s'affichent sur LinkedIn. J'imagine, c'est un peu, ça ressemble plus aux gens qui prennent des césures, tu sais. Donc quand tu es salarié, tu dis: «Ah, je vais prendre 6 mois off ou 1 mois off, 1 an off pour aller faire le tour du monde, quoi». Est-ce que tu as fait ça ou pas, Célia? Je me rappelle plus, Ouais, j'ai j'ai un fait doute. ça. Ouais, Tu as ouais, fait j'ai fait ça? ça. Mais je me suis pas affichée sur LinkedIn. C'est vrai? Non. Tu as pas fait un post LinkedIn en mode, «J'ai tellement appris de choses, j'ai rencontré des gens du monde entier»? Ah non, 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 moi justement, je suis partie, je me suis déconnectée. Bah, ouais. Déconnecter des réseaux, c'est beaucoup mieux.
Alors, je crois que le concept, c'est de le faire au retour pour se dire, bon, j'ai voyagé, j'ai besoin de travail maintenant. Mais tu le dis Oui, de c'est ça. merveille, tu dis, voilà, j'ai travaillé, j'ai voyagé. Ouais. Et tu mets une photo de toi dans un endroit atypique, genre au Brésil devant le Christ Rédempteur, tu vois. Ouais. Ou, Vachement atypique, c'est pas du tout cliché non plus. ouais, non, normalement, il faut essayer de trouver. Tu sais, c'est comme les Trolltungar en Finlande ou en Norvège. C'est des endroits où sur la photo, on a l'impression qu'il n'y a que toi face à la nature, mais en fait, il y a 50 Oui, personnes qui font la queue hors cadre. oui. Ouais. Je les ai fait ces photos, oui aussi, comme tout le monde. Je sais pas. C'est vraiment un truc qui me rend fou en vacances de faire la queue pour des photos. Je préfère me dire j'y reviendrai à la nuit tombée, comme ça j'aurai la blue hour en plus, il n'y aura plus personne, tout le monde sera au bistrot. Pourquoi pas. Ouais. Ouais, et puis on se rend compte du surtourisme quand c'est ça. Et on a envie de voyager différemment. Mais ça, c'est un autre sujet. Et oui, on parlera de vacances la prochaine fois. La question de la fin, parce qu'on approche de la fin. C'est vrai qu'il y en a qui partent 6 mois à l'étranger, par exemple, pendant 6 mois, mais ils aménagent leur emploi du temps pour travailler et profiter. Oui, il y a de ça aussi, hein, c'est cool. Si on peut encaisser un peu de sous, je reste 2 semaines. J'ai une mission, j'ai un forfait à faire, je peux rester 2 semaines ici, je vais le faire. Ça marche bien. Hein. Mais il faut avoir le lead quand même, il faut avoir le flux de prospects pour y arriver. Cassandra dit qu'elle veut bien parler de vacances avec nous longtemps. La question qui pique, pourquoi est-ce qu'il faut bosser avec In-situ plutôt que bosser avec un autre porteur de freelance? Célia, si un freelance, voilà, il arrive en entretien, il te dit voilà, j'ai trouvé, j'aimerais bien travailler dans telle entreprise. Pourquoi bosser avec vous? C'est quoi les arguments? C'est-à-dire comment on convainc la personne de manière rationnelle? Bah, de manière rationnelle et concrètement, on est transparent. La bonne chose avec In-situ, c'est qu'on se dit les choses. On a la chance d'être assez proche de nos clients pour connaître les périmètres, les missions, les enjeux et pour présenter les choses de manière réaliste aux freelances qui ne soient pas déçus en arrivant en mission. On n'est pas là pour vendre des paillettes. On est là pour qu'ils restent plus longtemps et qu'ils s'épanouissent. Donc là-dessus, il peut nous faire confiance pour qu'on soit transparent. On vend Agence de des voyage. paillettes, mais on passe pour une agence de voyage quand même. Donc, la transparence, du coup, c'est un vrai argument parce que on reviendra sur ces arguments, mais je veux qu'on comprenne sur celui-là en particulier maintenant. C'est vrai que souvent, là, il y a un côté aussi quand on bosse avec un porteur où le porteur fait un peu tout pour nous. On est un peu tout seul à la maison en train de regarder la télé pendant que le porteur négocie le contrat, prépare la documentation, négocie le TJM, etc. Mais tous les porteurs sont pas transparents sur le TGM auquel on est vendu, aux clients, etc. Vous l'êtes vraiment et vous êtes transparent sur la commission, comment elle est décomposée, etc. Ça, c'est un vrai différenciant. Oui. On part du principe qu'on se dit les choses et puis que le consultant est notre partenaire et le client aussi. Donc, en fait, on travaille à 3 en bon entendeur. Donc, c'est vraiment une grosse valeur d'In-situ et c'est ce qui va nous différencier, en fait, je dirais. Vous avez des questions, posez-les. Pas de tabou sur les TGM leurs clients. Dans le chat, ils sont déchaînés un petit peu. On fait ce qu'on dit et on dit ce qu'on fait. Alexandra, elle est comme ça. Moussa, c'est quoi? Moussa propose un deuxième argument. On va faire compétition d'arguments là ici. Imaginez, c'est vraiment un exercice entre sales. Moussa propose un deuxième argument. Ok, moi je dirais plutôt la proximité. Donc déjà, la proximité client, on est proche de nos clients, on les rencontre assez souvent pour justement comprendre un peu leurs enjeux, leurs problématiques, leurs attentes. Donc on connaît nos périmètres et aussi la proximité consultant. Donc comme disait tout à l'heure Célia, on fait des points de mission assez régulièrement et chaque consultant qu'on rencontre chez In-situ, on apprend à le connaître. Donc, c'est important de connaître ce que la personne veut faire pour bien identifier les missions qui peuvent lui correspondre. Donc, on n'est pas là pour proposer des missions, ça n'a ni queue ni tête, mais vraiment de trouver, on va dire, la plus-value que le consultant peut apporter à notre client. Tu fais pas du spray and pray, tu balances pas. Non, du tout. Non. Voilà, et puis je sais pas le faire. Donc là-dessus, voilà, c'est important pour nous justement de trouver la bonne mission au consultant et aussi un environnement où il puisse justement s'éclater et apprendre des choses. Donc voilà, pour moi la proximité elle est primordiale. Moussa, est-ce que tu es ce genre de personne avec qui mange tout le temps? C'est-à-dire que Cassandra a l'air de dire que tu es souvent en petit-déj ou en déj avec des clients et des freelances. Il y a vraiment des gens, si tu veux passer du temps avec eux, il faut les inviter à déjeuner. T'es ce genre de personne-là qui est souvent en déj avec des gens? Non, je dirais pas ça. Elle est jalouse. Elle est jalouse. Célia, est-ce que tu veux essayer de proposer un troisième argument? Est-ce que tu veux rebondir là-dessus? Ce serait quoi le troisième argument pour bosser avec vous? Je dirais que nous, on a une bonne force de frappe chez In-situ.
On a une équipe d'une quinzaine de commerciaux sur un Mhm. bon territoire en France, assez large. On a accès à des super comptes et des super clients avec des missions qui ont parfois un impact assez important. Je peux citer quelques clients, mais au-delà du périmètre, j'ai le droit ou pas de citer des clients? Oui, tu as le droit de citer les clients. Ouais, Tu fais ce que tu je veux, sais on est pas. chez Insitu, hein. Mais voilà, au-delà des clients retail qu'on connaît dans le Nord comme Auchan, on travaille aussi avec La Poste, avec Engie, EDF, et il y a tout type de missions. Et je pense que là-dessus aussi, on travaille parfois aussi avec des plus petites entreprises. Ce qui fait que les freelances qui veulent pas bosser pour un gros compte, on a des plus petites entreprises à taille humaine. Et du coup, on a cette force de frappe, je dirais, qu'on peut offrir. C'est vrai que parce qu'avoir des référencements, c'est intéressant, mais la force commerciale, celle qui va aller chercher les besoins, et qui, on disait avant, c'était important d'avoir les besoins avant qu'il y ait de la publicité qui soit faite à grande échelle. Vous avez vraiment la capacité à comprendre le client dans son projet de digitalisation, de comprendre c'est quoi les enjeux sur les projets. Et ça, il faut la force commerciale pour le faire au-delà des référencements. Ça Ouais, et se dans plein fait. de secteurs. Et ça se fait Pardon. de demander, honnêtement, quand on rencontre un porteur, quand on est freelance, ça se fait de demander combien il y a de personnes qui travaillent sur les comptes, etc., comment ils sont organisés. Moi, quand je choisis mon comptable, je demande combien il y a de collaborateurs dans le cabinet et combien il y a de clients en face. Euh, Ouais. quand ça se fait de poser ce genre de questions-là, en fait. Alors, il y a une question. Un consultant peut se commentonner dans sa zone de confort. Je pense qu'il voulait dire cantonner dans sa zone de confort, ou alors je ne connais pas le mot et vous le connaissez? Très bien, Non, non, non. cantonner. Dans votre approche, poussez vos consultants à sortir pour s'éclater davantage. Est-ce que ça vous faites, est-ce que vous poussez les consultants à sortir de leur zone de confort? Ouais. Oui, donc nous, comme je disais, en fait, c'est un autre argument, je voulais rebondir là-dessus, mais la question est arrivée. Donc, c'est plutôt Ouais. l'accompagnement. Donc là, aujourd'hui, on a la chance justement de rencontrer nos consultants en physique pour ceux qui le souhaitent, et on leur fait aussi un petit retour à chaud pour ceux qui le souhaitent de leur entretien, pour Ouais. justement leur dire les axes d'amélioration, voilà, où ils peuvent s'améliorer. On travaille avec eux le CV, on nous pose souvent des questions sur, par exemple, les formations qu'ils peuvent faire justement pour être un peu à la page du marché. Donc on les accompagne là-dessus. Et voilà, en tout cas, on essaie justement de les pousser un peu de leur zone de confort et de prendre le meilleur d'eux-mêmes. Ouais, il y a une partie coaching de notre travail avec le consultant. Quand on l'accompagne en process, on est aussi, bah ouais, on le soutient et on essaie de le coacher. Donc ça, c'est vraiment aussi une partie intégrante du métier. Je pense Mm. que beaucoup de commerciaux, nous, on a tous été plus ou moins recruteurs. Et donc, c'est quelque chose qu'on aime faire et qu'on fait avec plaisir. Vous pouvez faire du conseil dans le parcours, dans la carrière. Vous êtes là pour accompagner le free dans son projet, quoi. Ouais, comment se présenter, Exactement. qu'est-ce qu'il faut dire, ne pas dire. Et puis après, la partie, du coup, un petit peu plus expertise IT, bah, on peut lui dire, OK, tu as travaillé que sur ça. Est-ce que ça t'intéresserait d'évoluer sur ce périmètre, sur ça? Ça peut être intéressant pour toi. Aussi, cette expertise-là, on peut accompagner nos freelances là-dessus. Pour rebondir sur cette conversation, je vais proposer à Alexandra de proposer un argument qui n'a pas été donné dans la section commentaires. Mmh. Compléter, voilà. Moi, je pense que vous avez dit déjà 4 arguments qui sont bien intéressants. On a dit la transparence, on a dit la proximité, La proximité, l'accompagnement. l'accompagnement. Il n'y en avait pas entre les deux, j'en ai pas intérêt. S'il y a La un force de frappe. quatrième, force de frappe. La force commerciale et la proximité, l'accompagnement. Je trouve que les 4 arguments sont quand même très solides. On les avait pas eu en prépa. Parce qu'en prépa, Moussa m'a juste dit parce que je suis stylé. Voilà. Je m'attendais à ce qu'ils le disent là. Voilà. Donc, c'est pas mal. Non, bah, Alexandra a dit, ils sont tellement bons. Rien à rajouter. Très bien. Est-ce que vous avez des dernières questions dans le chat? Après, on va finir. Hop. La réactivité Ah Designed, oui. bien sûr. Mhm. Vous êtes des gens réactifs? Effectivement. Bah, du coup, pas sur On ce est point-là, obligé, apparemment. dans notre métier, on est obligé. Donc, Cassandra dit le réseau de partenaires, effectivement. Vous Mm. avez des partenaires avec Number et d'autres partenaires qui peuvent aider les freelances à s'installer, à gérer leur activité. Hop, on a Pauline qui demande allez, quand est-ce qu'on va à Marseille? Voilà, Ah, bah, on aimerait bien. vous Qui n'aime aimeriez pas bien. Marseille? Oh bah oui. Qui n'aime pas Marseille? Mais si j'ai- Marseille, Oh, on bah, veut j'aime bien. manger au resto sur le Vieux-Port, hein, c'est parti. Ouais. Par contre, il faut avoir l'après-midi pour prendre un déj sur le Vieux-Port. Hop, bientôt, on nous dit pour Marseille, de toute façon, rien ne vous empêche depuis Lyon, depuis Valence, d'avoir des missions et des clients qui commencent à recruter à Marseille. Donc c'est vrai que ça peut vite s'essaimer, quoi.
Et effectivement, Alexandra elle me fait bien de préciser Aix-Marseille parce que on ne peut pas dissocier Marseille d'Aix. Ça ne marche pas. C'est quasiment limite le métro de Marseille devrait aller jusqu'à Aix, quoi. On devrait en parler. Est-ce que c'est cool? Vous avez passé un bon repas? Vous avez mangé quoi après? Un curry de poulet. Non, moi, je pense des pâtes. La base. Des calissons d'Aix, nous propose Alex. En cas de conflit client, comment accompagnez-vous vos collègues? Non, mais le sujet, c'est vrai. Est-ce que vous avez besoin de. Enfin, est-ce que parfois vous intervenez en tant que médiateur quand ça arrive souvent quand tu es un prestataire de manière générale que ton client que tes intérêts et les intérêts du client ils divergent à un certain moment et ça peut être compliqué à gérer. Et surtout quand tu es free, bah, c'est pas le genre de. Enfin, quand tu es free, c'est généralement cette situation-là, tu la rencontres une fois ou deux, c'est souvent la première fois. Vous avez peut-être plus d'expérience sur le fait de gérer la relation client. Vous pouvez aider les free à gérer les situations qui sont un peu plus non ordinaires, j'ai envie de dire, sans aller jusqu'à des conflits. C'est la question, ouais. Après, pour moi, je veux dire, la base de toute chose, c'est la communication. Donc, en fait, il faut trouver un moyen, on va dire, de faire communiquer les deux parties prenantes. Hein. Et surtout, c'est ne pas prendre parti avec l'un ou l'autre. Ça, c'est être assez neutre et écouter dans les deux versions. Donc, on arrive toujours autour d'une discussion de trouver un terrain d'entente. En tout cas, moi, par rapport à mon expérience, j'ai jamais eu, on va dire, de conflit très poussé. Mais en tout cas, voilà, au bout d'une communication, on a toujours trouvé des solutions. Ouais, c'est vrai. Il y a une petite partie médiation parfois, justement, faire le lien entre les deux, parce que comme dit Moussa, la communication, c'est pas toujours évident. Donc l'avantage, c'est comme on est proche du client et du freelance, on a eu deux sons de cloche, ce qui fait qu'on peut fluidifier parfois la chose. Mais bon, après, ça reste de la médiation, quoi, et des conflits à gérer. Je bois dans ma gourde in situ, bien sûr. Non, mais le sujet, il y a quand même ce sujet-là, c'est que vous, finalement, vous avez plus d'expérience sur la relation client qu'un freelance n'en aura dans une seule vie, vu que vous partagez la vie de plein de freelances en même temps. Donc, il y a forcément une technicité, j'imagine, sur la relation client que vous apportez et que le freelance aura du mal à construire tout au long de sa carrière. C'est chouette de pouvoir bénéficier de ça. C'est un argument. Oui, on les accompagne. Il y a quelqu'un qui. Pourquoi Thomas Serbel, il devrait nous dire si les gourdes sont bien? Moi, les gourdes, j'ai réussi à en casser comme elles sont en verre. Si tu les tapes un peu fort ou quoi, ou si elles tombent, en fait, le verre se casse. Ça peut être très, très génial. J'ai fait ça récemment. J'ai découvert qu'on pouvait détruire des gourdes. Je recommande de ne pas essayer chez vous. Fabrice demande quelle est la nature des conflits. C'est vrai. Qu'est-ce qui peut être non ordinaire comme situation? De ce que j'ai vu de mon expérience, la plupart des conflits, c'est des conflits relationnels, concrètement. C'est comme dans la plupart des conflits, c'est des quiproquos, mauvaise communication et c'est relationnel. Il y a peu de... Ça arrive parfois, question de performance, mais en général, je dirais que c'est quand même pas mal de conflits relationnels. Est-ce qu'il y a des freelances qui ont vraqué la prod? Qui ont quoi? Qui ont vraqué la prod. Un freelance a tout pété. Oh mon Dieu. Pas avec moi, en tout cas. Moi non plus. Moi, non. Normalement, les SRE, les DevOps et les Ops, ils ont tout bien géré. La prod ne peut pas être vraquée. Hein. Et puis le PRA est toujours bien fait, tout ça, ça n'arrive pas. Et Pauline nous demande, est-ce que vous organisez des événements physiques et des regroupements de freelance clients ici tout? Et oui, je pense que j'ai une petite bannière qui répond à cette question. Prochains événements, Born to be Freelance, Lyon au Ninkasi, Guillotière le 24-09 à 18h30, mais aussi Nantes dans les locaux du wagon le 0310 à partir de 18h30. Pour retrouver les événements, en vrai, le plus simple, c'est de s'abonner à la newsletter d'Insitu, trouver un moyen de rentrer, parler à un bizdev, demander-lui que vous voulez recevoir les newsletters, etc., ou demander à Cass sur LinkedIn. Mais les événements, sinon, généralement, sont sur Eventbrite. Voilà. Et rentrer dans la newsletter, c'est le plus important. Hop, le reditionnement du tarif nous propose Alexandra comme situation un petit peu plus conflictuelle. On fait plein d'events, des déjeuners, des after-work avec des partenaires et sans partenaires. Et voilà. Est-ce que c'est cool? Dans le chat, ils ont l'air chauds. Hein. C'est extra. Les gens sont encore là, ils partent pas manger. Vous avez faim? Comment vous, ça va? J'ai toujours faim. Non, ça va. Moi, ça va, je tiens. Ok, merci à vos questions. Fabrice nous dit merci pour vos réponses. Merci pour vos questions. Merci aussi à toi Moussa et à toi Célia. On a passé un super moment. C'était cool. Merci Damien, merci à tous. Toi. Merci à tous. Hein.
Et je vais lancer le générique de fin, comme ça les gens vont pouvoir finir la conversation dans le chat, pendant que nous, on peut se détendre, on peut s'articuler. À bientôt, pensez à vous abonner à la page InSitu pour voir les prochains lives. Et encore merci à tous les commentaires et aux invités. Au revoir.